Bonjour. Ainsi qu'on l'a vu, même un bref survol historique, y compris de notre passé récent, implique que l'amour maternel est loin d'être instinctif. L'état humain est singulier. De par son corps, l'homme appartient à la nature et de par son esprit, il la transcende. Il est donc difficile de parler d'instinct, sauf de certaines fonctions mécaniques. Même l'allaitement n'est pas instinctif, puisque dans le passé, on envoyait la vaste majorité des enfants vivre chez une nourrice, et qu'au XXe siècle, l'industrie laitière avait convaincu les femmes qu'utiliser du lait en poudre acheté dans le commerce était mieux que d'allaiter. En d'autres termes, l'esprit humain fait que l'homme est bien plus sous le joug de la culture et des mœurs de son époque que de supposés instincts. Donc l'amour maternel n'étant pas instinctif, la croyance devenue ancrée à notre époque qu'il l'est, doit être culturelle. Voyons comment elle en est venue à se développer. Ce qu'on voit, c'est une marchandisation de l'être humain prendre forme. Tout d'abord, c'est la terre qui a été marchandisée par sa privatisation. Le mouvement des enclosures, qui consistait à s'accaparer des terres communes, a commencé dès le XIIe siècle en Angleterre, en particulier par l'ordre cistercien qui gérait un réseau opulent de ce qu'on peut considérer comme des usines, des moulins, etc., basés sur la production agricole, et qui s'est orienté de plus en plus vers le commerce qu'il menait de manière agressive, acheter bon marché et vendre cher était sa devise selon les habitants du Lincolnshire de l'époque. Ce mouvement s'est accéléré au XVe siècle. En France, c'est au XVIe siècle. Il a abouti à un massif déplacement des populations hors des régions rurales. En particulier, d'après la sociologue Silvia Federici, l'impact de cette dépossession des terres communes a particulièrement touché les femmes, qui, ayant moins de titres de propriété et moins de pouvoir social, en dépendaient davantage pour leur subsistance, leur autonomie. Les terres communes étaient aussi pour les femmes le centre de la vie sociale. Le départ des hommes les laissant encore plus dépourvus. C'est vers la fin du XVe siècle en Angleterre et au XVIIe siècle en France qu'a commencé à se populariser la pratique des nourrices pour allaiter en échange d'argent. Ce qui n'est autre que la marchandisation de la femme réduite à sa seule fonction de reproduction. Suite à leur appauvrissement dans une société où les femmes n'avaient que très peu de débouchés, voire aucune, la prostitution qui n'est qu'une autre forme de la vente de son corps est également devenue plus commune. Ainsi est né le capitalisme. La ruée vers les villes a permis à l'industrialisation, en Angleterre d'abord, de prendre son essor avec l'exploitation de l'être humain transformé en travailleur. Cette main-d'œuvre a également été utile à la colonisation, en particulier par l'appât de l'enrichissement et de nouvelles terres pour toute cette population appauvrie et déracinée, et prévenant de la sorte des soulèvements de masse. Et comme on l'a vu dans une autre vidéo, la colonisation a apporté le financement nécessaire à la révolution industrielle qui a détruit l'artisanat, et donc le triomphe du
capitalisme qui nécessite l'exploitation de l'environnement ainsi que des êtres humains. Ce n'est pas surprenant que la démographie en tant que discipline soit née au XVIIe siècle. Un système fondé sur l'exploitation de l'être humain doit connaître la taille et la répartition des populations. On lit sous la plume de l'un d'entre eux, un certain Jean-Baptiste Moreau, que l'homme, considéré que comme un être ayant un prix, c'est le plus précieux trésor d'un souverain. L'homme est une matière première propre à ouvrager toutes les autres et qui, amalgamée avec elle, leur donne une valeur et la reçoit d'elle. En particulier, les XVIe et XVIIe siècles ont connu un grand déclin de la population suite justement à la privatisation des terres qui a abouti non seulement à la perte de ressources agricoles, mais aussi de terrains pour la construction d'habitations, faisant grimper les loyers et le prix des denrées alimentaires. Et bien entendu, l'appauvrissement avec son corollaire, l'insalubrité, a accru la susceptibilité aux maladies, variole, peste, etc. L'esclavage des Africains compensait quelque peu la perte de la main-d'œuvre, mais essentiellement dans l'agriculture. Or, le capitalisme naissant avait notamment besoin d'une main-d'œuvre industrielle. Et le racisme profond de l'époque ne permettait pas leur exploitation dans cet objectif. Et donc, pour la survie d'un capitalisme chancelant à une époque où la mécanisation en était à ses débuts, il fallait réduire la mortalité infantile et faire que les femmes occidentales procréent. Et donc, on voit au XVIIe siècle, à travers toute l'Europe occidentale, un véritable massacre dont on parle peu, celui des femmes. Afin de mettre fin à toute tentative de leur part de contrôler les naissances et aux soulèvements populaires, tous menés par des femmes, voire exclusivement féminins, car elles étaient les plus affectées. Je parle là de la chasse aux sorcières, où, sur des bases invraisemblables, sans queue ni tête, sur une période de 300 ans, d'après des archives de l'époque, 200 000 femmes de milieux ruraux auraient été accusées, 100 000 tuées, les autres ayant été ruinées à vie. Car une fois accusées, la suspicion et la malveillance les ont suivies jusqu'à leur tombe. Un massacre organisé du haut de la hiérarchie sociale par l'aristocratie, la bourgeoisie montante, en partenariat avec l'Église. Il ne faut pas croire que les hommes n'ont pas souffert de l'asservissement des femmes. C'est en brisant la paysannerie, c'est-à-dire le peuple de l'époque à travers elle, que les hommes ont été également asservis et sont devenus esclaves de leur labeur pour se vendre en échange d'un salaire, que cela soit leur corps pour un travail physique ou leur esprit pour un travail intellectuel. Un salaire que depuis il doit reverser à l'État sous forme de divers impôts. Un État lui-même devenu un instrument du capitalisme et utiliser ce salaire pour acheter des produits qui permettent à ce grand capital de se maintenir. Par ailleurs, la notion de propriété centrale au capitalisme fait que dans une société patriarcale, l'héritage prend une grande importance. Pour cela, il faut s'assurer de qui sont ces enfants
et avoir une progéniture, surtout un garçon. Dès 1556, en France, un édit royal obligeait les femmes à déclarer chaque grossesse et condamnait à mort celles dont les enfants mouraient avant le baptême après un accouchement dissimulé. Au cours des siècles, l'État a promulgué d'autres lois pour contrôler les naissances et donc la femme, et afin de pénaliser le célibat et encourager le mariage. Et donc, dans une culture où elles étaient dénigrées par l'Église et les autorités civiles à chaque niveau, formées dans des écoles où elles ne recevaient qu'une éducation des plus rudimentaires, la vaste majorité des activités rémunérées leur étant interdites et donc fortement dépendantes de leur mari ou de leur père sous l'autorité desquels elles étaient, et lorsqu'elles étaient forcées de subvenir à leurs besoins, ne pouvant qu'obtenir un salaire encore plus dérisoire que celui des hommes, les femmes étaient enjointes à se cantonner à leur rôle de mère et donc à n'être qu'une machine pour assurer au capitalisme la main-d'œuvre nécessaire. C'est dans ce cadre que s'est développé le concept d'un amour maternel instinctif. La communauté villageoise détruite, la famille moderne est née à cette époque. L'homme à l'extérieur soutenant la famille par son labeur rémunéré et la femme au foyer dévouée à ses enfants et à son mari. Rousseau a tenté de donner voix à la thèse de la mère idéale dont l'essence réside dans la maternité, dont l'amour pour son enfant est spécial et essentiel pour celui-ci ainsi que pour elle et qui ne doit être éduqué que dans ce but. On comprend d'autant mieux que les femmes occidentales aient assimilé leur lutte pour la liberté à retrouver le contrôle de leur corps, c'est-à-dire le contrôle des naissances, ainsi qu'à celle de la liberté d'avoir des relations avec qui elles veulent, quand elles veulent. À chaque étape, la relation mère-enfant, ainsi qu'entre les deux sexes, a été ajustée pour satisfaire les besoins du grand capital. Il ne faut pas y voir nécessairement un complot élaboré par certains, mais simplement le résultat d'une matrice politique, économique, religieuse, historique et culturelle qui à la fois crée les circonstances et est influencée par celles-ci. La société humaine sera toujours le théâtre d'une bataille éternelle entre différentes valeurs, différentes perspectives de la vie. Pourquoi certaines deviennent prédominantes à une époque donnée est complexe. Certes, le capitalisme durera tant que celles qui le servent mieux triompheront. Certaines personnes viennent à représenter ces valeurs. Elles sont le produit de celles-ci à travers leur propre conditionnement familial et culturel. Il est naturel qu'elles fassent tout pour faire perdurer un capitalisme devenu de plus en plus financier et donc à manipuler les peuples pour qu'ils acceptent un système qui, par sa nature, est de plus en plus déshumanisant. Cependant, les élites ne sont pas un monolithe. Au sein de celles-ci, différents intérêts, différentes visions s'entremêlent et s'entrechoquent. Et
C'est aussi au sein de celle-ci que se développent en général les idées d'émancipation du peuple, qui ensuite les reprend à son compte. C'est notamment le cas avec Tolstoï. Il faut placer l'évolution vers le capitalisme, nécessairement abusif, dans le cadre du matérialisme, qui, pour le citer, guette les gens une fois qu'ils sont libérés du christianisme dogmatique. Un matérialisme au développement duquel Descartes a contribué en jetant les bases avec sa vision d'un corps qui n'est qu'une machine dans un contexte dualiste où l'esprit en est séparé. Une vision élaborée dans le contexte du capitalisme naissant à la suite de la privatisation des terres et qui, à son tour, a ouvert la voie à une véritable marchandisation de l'être humain. Comme on l'a vu tout d'abord, celle des femmes réduites à un corps exploitable pour la reproduction, mais aussi pour satisfaire les désirs inassouvis d'une société patriarcale en les utilisant pour l'instauration de la liberté sexuelle au nom d'une fausse égalité avec les hommes qui, en fait, les rabaissent. Cette liberté a rendu nécessaire le contrôle des naissances, une nécessité qui tombait à pic en saluant le soutien des femmes au projet eugéniste. En effet, au tournant du XIXe siècle, l'Europe a connu un grand essor de sa population à la suite du colonialisme. La croissance des peuples d'origine européenne est la plus grande dans l'histoire. Et aussi à la suite de mesures favorisant la natalité en contraignant les femmes au rôle de mère, mais aussi améliorant les conditions de vie urbaine. L'accroissement de la population avait engendré des peurs malthusiennes au sein de la pensée capitaliste, où l'être humain a un prix correspondant à sa contribution au capital. Par ailleurs, plus la mécanisation s'accroît, moins le labeur humain est nécessaire. Et donc, dans cette logique capitaliste, il faut de plus en plus réduire la population, et cela de manière accélérée, en prenant la chose en main et non en laissant un équilibre naturel se faire. Prendre en main veut dire profiter de ce qu'on doit faire. Le capital tire des profits de la mise en place de ce dont il a besoin, sinon il ne peut se maintenir. D'où au XXe siècle, après la Seconde Guerre, l'arrivée massive de contraceptifs. On a vu les effets délétères de la pilule. L'avortement en particulier, sans entrer dans des controverses sur la nature d'un fœtus, avec le changement radical de l'activité hormonale engendrée, affecte physiquement et psychologiquement la femme enceinte. Les effets psychologiques pouvant être à long terme. Dans un premier temps, il s'agissait de réduire les classes ouvrières, puis une grande partie de la classe moyenne avec une mécanisation de plus en plus grande des activités non physiques. D'où la volonté des femmes de plus en plus grande de ne plus donner naissance ou peu. Une volonté à la fois façonnée par la propagande directe sur la contraception et par des conditions de vie
qui nécessairement et naturellement s'aggrave plus la doctrine de profit croissant perdure. La crise pétrolière des années 70, provoquée par un embargo des pays arabes producteurs mis en place en octobre 73, un scénario discuté à la réunion du groupe Bilderberg préalablement en mai de la même année, a forcé l'arrivée massive des femmes sur le marché du travail au tournant des années 80 et donc non en général en vue d'un épanouissement personnel, mais pour des raisons essentiellement financières, a accéléré la réduction de la population et rendu d'autant plus difficile la possibilité d'une relation mère-enfant saine. En même temps, la liberté sexuelle rendue possible grâce aux contraceptifs a dédouané les hommes de toute responsabilité dans des sociétés patriarcales, d'où des familles brisées et surtout une monoparentalité féminine grandissante. Les femmes occidentales ayant été particulièrement détruites psychologiquement par la chasse aux sorcières et ses conséquences, les laissant d'autant plus sujettes à toutes les manipulations dans des sociétés où leur précarité reste bien plus conséquente que celle des hommes, ce qui continue de permettre leur plus grande exploitation à la fois par leur labeur et leur plus grande vulnérabilité à la manipulation en conséquence de leur longue histoire d'une soumission souvent abjecte. Notamment dans la longue histoire des manifestations, les femmes n'ont jamais protesté contre un monde du travail qui n'est pas en harmonie avec cet amour nécessaire pour leur enfant. Comme on le verra, cet amour n'est peut-être pas instinctif, mais il est primordial. Avec l'arrivée de l'IA et donc une accélération nécessaire de la réduction, la stérilisation devient depuis peu une pratique qu'on tente de faire entrer dans les mœurs. Les jeunes générations de femmes pour lesquelles la liberté sexuelle ne soulève aucune question remettent en cause l'amour maternel instinctif et se heurtent à leurs aînés qui, au nom de cet amour, se retiennent à un modèle familial atomisé où leur statut dépend de leur rôle de mère. Et toutes font le jeu du capitalisme. Merci.